Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons cette semaine Miguel Volterra. Bonjour. Bonjour. Passez de l'autre côté du micro puisque vous êtes notre invité. On poursuit notre saga. On rappelle que vous êtes ancien rédacteur en chef de France Télévisions, comme on le nomme actuellement. Et donc, on va poursuivre notre saga de reportages un petit peu inédits, de rencontres un petit peu inédites. Et on va débuter avec le procès Barbie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors, le procès Barbie commence en fait au moment où Klaus Barbie a été arrêté en Bolivie par à la fois des policiers français et des policiers israéliens. Il a été arrêté en 1983. À partir de ce moment-là, il y a donc des négociations entre la France et la Bolivie pour le faire extrader. Et un avion militaire part en Bolivie pour le récupérer et le faire rentrer en France. Le jour où il doit arriver, on ne sait pas où il va arriver en fait. On sait que c'est dans un avion militaire, donc on imagine que ça va être dans un aéroport militaire qui va se poser. Et donc, mon rédacteur en chef à l'époque crée trois équipes de reportage, dont la mienne, et qui est répartie sur les différents aéroports militaires de France, en attendant que l'avion arrive. Et le jour de l'arrivée, donc, moi je suis à Lyon, un de mes confrères, François Cornet, est à la base d'Évreux, et on attend toute la journée que l'avion décolle, tout ça arrive. Et au journal de 20 heures de ce jour-là, Patrick Poivre d'Arvor parle donc de l'événement, de l'arrivée de Barbie, et essaye de dire qu'en fait, il ne sait rien, on ne sait rien, nous-mêmes journalistes, on ne sait rien, on ne sait pas où va arriver Barbie. Et moi, je suis à Lyon et j'ai une information, parce que j'ai des relations dans le monde de la défense nationale. J'étais spécialiste de défense nationale à l'époque, et je sais où il va arriver, et j'appelle la rédaction. Il devait être 20h10, 20h15, pour donner mon information. Et Poivre d'Arvor, donc, on parle dans le journal. Dans le journal. On va écouter justement ce court extrait de ce qui s'est dit dans ce journal et on vous retrouve après pour la suite. Sur le territoire peuvent intervenir dans ce journal. La seule chose que nous sachions avec précision, c'est que selon l'agence centrale de presse, l'ACP, qui cite des sources proches de l'aéroport de Paris, le DC-8 militaire qui transporte Klaus Barbie a atterri à 20h quelque part en France sur un terrain militaire. On n'en sait pas plus. François Cornet, par exemple, est à Évreux, l'un de ces terrains militaires possibles. Michel Allal est à Lyon. Il est possible que ce soit sur un autre terrain militaire. Nous le saurons peut-être d'ici la fin de ce journal. Alors, donc, Miguel, il se passe ça, mais vous avez Moi, j'ai l'information. Et donc, je préviens, et je n'ai pas le son, malheureusement, de ce que dit Poivre d'Arvor après. Et il dit que j'ai une information solide et qui se vérifie, puisque Barbie, l'avion de Barbie s'est posé à l'aéroport de Bron, à l'aéroport militaire de Bron-Lyon, et que voilà, et il arrive et il va être transféré à la prison Montluc à ce moment-là. Nous sommes en 83. Il s'est passé 4 ans avant que le procès ne débute, le vrai procès de Klaus Barbie que tout le monde attend. Et là, je vous dirai demain ce qu'il en est. En fait, il s'est passé plein de choses. Nous avons, avec Paul Lefebvre, qui est le chroniqueur judiciaire d'Antenne 2 à l'époque, un contact privilégié, parce que la télévision de service public Antenne 2
et FR3 ont été désignés par le gouvernement français pour être ce qu'on appelle les diffuseurs hôtes du procès Barbie, en exclusivité. Ça, c'était le premier degré. Le deuxième degré, à partir du moment où on va filmer, enregistrer toute la durée du procès, on n'aura pas l'autorisation de diffuser ces images avant une période de 10 à 15 ans. Donc, on a fait, à l'époque, en 87, donc 4 ans après, on a fait la première Vous avez fait une captation, en fait, destinée à être utilisée plus tard. Alors, pour faire ça, on va tout préparer en amont. L'ORTF, Antenne 2, moi, on va préparer tout le dispositif nécessaire à la presse française et à la presse étrangère, parce qu'il y avait énormément de télévisions étrangères qui étaient intéressées par le cas Barbie. Et on va mettre en place tout un dispositif. Donc, moi, j'étais en relation permanente durant ces 4 ans avec le procureur général Truche, à l'époque, qui me donnait les autorisations ou les interdictions de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. On va justement en parler demain de toute cette préparation, si vous le souhaitez bien. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité Miguel Alvolterra, bonjour. Bonjour. On parle donc de ce procès Barbie. Donc, vous aviez eu l'info sur quel aéroport il arrivait 4 ans après ce fameux procès. Mais il faut préparer pendant ces 4 ans pour avoir le droit. Donc, avec la ville de Lyon, avec le ministère de la Justice, on était en relation permanente pour donc organiser tout le dispositif à mettre en place. Les cartes directes, les caméras où il fallait les placer, par rapport à la sécurité, par rapport au public qui serait dans la salle du palais de justice. Et j'ai eu l'idée, en face du palais de justice de Lyon, sur le quai qui était en face, le quai de Saône, il y avait un grand parking. Et j'ai suggéré que sur ce parking, on installe une vingtaine d'Adgeco dans lesquels on installerait les télévisions de tous les pays afin qu'ils puissent travailler pour faire leur reportage tous les jours, montage et tout ça. Et donc, pendant une semaine, on a vidé le parking à Lyon. On a interdit les stationnements, tout ça. On a fait monter les Adgeco. On a installé les paraboles de Télévision de France, à la fois pour les télévisions françaises, mais aussi pour les télévisions étrangères, parce qu'ils utilisaient des paraboles de transmission, mais satellites aussi. Donc tout ça a été compliqué. Et le premier contact que j'avais, à part les gens du ministère de la Justice et le procureur général, c'était la police lyonnaise. Et il y avait un commissaire principal de la préfecture de police de Lyon qui avait été désigné pour être responsable de tout le dispositif policier pour le procès Barbie. Et ce commissaire, donc, à force de le voir, de le revoir et tout ça, on était devenus un peu copains, quoi. Hein. Et par la suite, ça m'a servi, parce que pendant le procès, j'ai eu l'idée, et je l'ai proposé à la rédaction en chef, d'aller mettre une équipe dans le fourgon qui transférait Barbie de la prison au palais de justice, ce qui a été formellement interdit, tout ça. Et moi, je suis allé demander à mon copain, le commissaire principal, je lui ai dit, est-ce que éventuellement, à partir du moment où Antenne 2 et FR3, on était les responsables audiovisuels du procès, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'autorisation de... Et bon,
il a attendu les autorisations du ministère et tout ça. Et il me dit, un jour, il me dit, c'est d'accord. Et un jour, donc, je suis parti avec un caméraman à la prison Montluc. Dans le fourgon, j'ai installé mon caméraman et on a vu arriver à 9 h Barbie qui sortait de sa cellule, qui monte dans le fourgon. Tout ça, on le filmait. Et on a fait donc le transfert, la durée du transfert entre la prison et le palais de justice. Et on avait l'exclusivité donc mondiale de ça. Et je me souviens qu'un confrère de TF1 qui s'appelle Ladislas de Hoyos, qui était lui très aussi à fond sur l'affaire Barbie depuis très longtemps, il avait même écrit un bouquin, a commencé à m'engueuler en me disant que j'étais un pourri, que je n'avais pas le droit de voler l'exclusivité d'un document pareil. Et je lui ai dit oui, mais ça, c'est la règle du jeu. Hein. Chacun essaye de faire au mieux pour sa rédaction. Et voilà. Et donc, pendant 4 mois, on a enregistré le procès Barbie, qui est resté au frigo pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, chacun peut aller sur Internet, visionner les différentes actions du procès Barbie. Voilà, ça c'était l'histoire du procès Barbie. Merci beaucoup Michel, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue. On poursuit notre semaine en compagnie de Miguel Alvolterra. Bonjour. Bonjour. Ancien rédacteur en chef à France Télévisions. Vous nous faites vivre l'histoire à travers l'histoire. Et notamment, on va parler du porte-avions Clemenceau aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était je pense en 1980 ou 81, je ne me souviens plus. Je tournais un magazine sur la vie à bord du porte-avions Clemenceau, parce qu'à l'époque, et jamais d'ailleurs, on ne savait ce qui se passait réellement à bord d'un porte-avions au niveau humain. Et mon souci, c'était de montrer ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire on voit toujours les avions être catapultés ou appontés, tout ça dans le côté folklorique des belles choses qu'on montre en images, mais on ne sait pas ce qui se passe à bord d'un porte-avions. Et un porte-avions, c'est une ville de 2000 habitants, avec des boulangeries, des pressings, un dentiste, enfin... Une vraie vie, et de 2000 personnes qui vivent à bord en permanence pendant la mission de porte-avions. Et un jour, donc, avec mon camarade Thierry Schmitt, j'étais sur le pont et on enregistrait une session d'appontage des avions, des super-étendards. Et à un moment donné, on voit donc un avion arriver, caméraman filmé, heureusement. Il arrive, et il n'arrive pas à accrocher ce qu'on appelle l'élingue, c'est-à-dire ce cordon avec un crochet qui retient la crosse de l'avion qui vient de se poser pour le freiner et pour empêcher qu'il ne tombe. Et donc, le pilote n'a pas réussi à accrocher l'élingue et il est tombé à l'eau avec son avion. On a filmé tout ça. Et on était au large, on était en Méditerranée, on était au large, très au large même, de la Côte d'Azur. Et tout de suite, ma réaction, c'était, on va envoyer ces images à FR3 Nice pour qu'ils diffusent, parce que c'est un événement exceptionnel. Bon, le pilote a été sauvé, tout ça, donc il n'y a pas eu de catastrophe vraiment, à part la perte de l'avion. Et le commandant du Clemenceau me dit, il est absolument interdit que vous transmettiez ces images à qui que ce soit. Ces images sont censurées. Et là, j'étais obligé d'obéir parce que, j'étais accepté à bord du porte-avions pour le tournage de ce magazine. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement, de toute façon. Et tout d'un coup, c'est un miracle aussi,
on voit arriver un avion et descend de l'avion le général Lacaze. Le général Lacaze était le chef d'état-major de l'armée française, patron de toutes les armées. Et le général Lacaze, j'avais fait sa connaissance quand il avait été nommé, comme je disais l'autre jour, j'étais spécialiste de défense nationale, donc je connaissais tout ce monde. Et donc le général Lacaze, je l'avais connu et j'avais fait son interview, son portrait, qu'on avait diffusé sur Antenne 2. Et je vois Lacaze descendre de l'avion, et on était là avec le caméraman. On ne savait pas de toute façon qu'il arrivait. Hein. Pour eux, c'était une visite surprise, une visite de contrôle surprise des gens du Clémenceau, par le chef d'état-major des armées. Donc Lacaze descend de l'avion, et serre les mains, tout ça, et il vient vers moi. Et il me dit, Monsieur Halal, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tout va bien? Je lui ai dit, non, mon général, il y a un problème. Voilà, hier, un avion est tombé à l'eau avec ce pilote. J'ai filmé cette séquence et on ne peut pas le diffuser. Et je trouve un peu dommage et presque scandaleux que des journalistes soient censurés par des militaires. Il me dit, ne vous inquiétez pas. Il va voir le commandant. Et il revient après vers moi. Et il me dit, Monsieur Halal, vous pouvez donner votre cassette à un pilote d'hélicoptère. Il va la porter à FR3, Côte d'Azur. Et on a eu la possibilité de montrer pour la première fois un avion militaire, chose très très rare, parce que bon, la censure, c'était à la fois normal et anormal, mais la censure militaire, c'était important. Et on a été les premiers, effectivement, à monter ça, et finalement, j'étais très content. Voilà. Merci beaucoup, merci. Comme quoi, tout le monde n'est pas la grande muette dans la famille de l'armée. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Miguel Alvolterra est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Ancien rédacteur en chef donc, de France Télévisions. De quoi on parle aujourd'hui? Vous nous faites vivre l'histoire à travers l'histoire de vos reportages. Alors, toujours, on va rester un peu dans le monde de la défense. En 1981, en novembre 1981, il y a un centre mobilisateur. Un centre mobilisateur, c'est un endroit militaire où on gère tout ce qui est mobilisation. Des gens qui veulent rentrer dans l'armée ou faire son service militaire, tout ça, sont obligés de passer par ce centre mobilisateur. Mais dans ce centre mobilisateur, il y a aussi, en dehors du côté administratif, il y a aussi un stock d'armes qui sert pour être donné aux personnes qui se sont engagées, et on leur donne l'arme qui leur sera affectée. Donc il y a un stock d'armes. Un jour, 2 personnes rentrent dans ce centre mobilisateur de Foix, dans l'Ariège, et volent toutes les armes. Panique à bord, et en plus, ça la fout mal, hein, évidemment. Comment une enceinte militaire, n'importe qui peut entrer. Tout. Et Ernu, ministre de la Défense, à ce moment-là, prend la décision de faire un décret pour obliger toute personne qui doit aller, civile ou militaire, rentrer dans une enceinte militaire, doit être obligé, de donner ses papiers d'identité et de certifier son identité. Toute personne. Bon, ça, c'est un décret qui passe parmi tant d'autres. Quelque temps après, je suis à Lyon et je couvre un voyage de Charles Ernu qui inaugure l'hôpital militaire de Lyon-Bron. Petit reportage normal, simple. Le patron du service information des armées vient me voir à ce moment-là et me dit
le ministre veut que vous restiez là à la fin de la visite. Vous ne rentrez pas à Paris avec les autres journalistes, vos autres confrères. Vous restez ici parce que le ministre a une chose à vous proposer, mais c'est secret. Je dis oui, bon. Donc, je reste là. Quelque temps après, donc, la visite officielle se termine. Ernő vient me voir et me dit vous venez avec moi à Villeurbanne. Il était maire de Villeurbanne, Ernő. Et on va dîner ensemble. Et après, je vous emmène à un endroit dont je ne peux pas vous parler. Et vous allez pouvoir filmer ce qui va se passer. Donc, avec mon caméraman, on dîne avec le ministre, on discute, tout ça. Bon. On part après le dîner à Saint-Étienne, au centre mobilisateur de Saint-Étienne, mais je le suis après. Et Ernő me dit, bon, essayez de vous planquer et vous allez filmer ce qui va se passer. Et Ernő sonne à la porte du centre mobilisateur, est reçu par une sentinelle qui lui dit vous voulez quoi? Il était tard, hein, il était 21h. Et Ernő dit ben voilà, je voudrais rentrer et tout ça. Et le sentinelle lui dit non, monsieur, c'est interdit, montrez-moi vos papiers. Et Ernő dit mais écoutez, je suis le ministre de la Défense. Vous ne pouvez pas m'empêcher de rentrer. Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer, c'est interdit, montrez-moi vos papiers. Et on a filmé tout ça, et on avait là aussi, je le dis en toute humilité, hein, parce qu'on avait réussi à faire une exclusivité aussi pour le journal d'Antenne 2, qu'on a diffusé le lendemain au journal de 13h, de cette pauvre sentinelle qui se fait pratiquement engueuler par le ministre, mais qui a respecté le décret. Selon vous, c'était réel ou arrangé? Alors, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que encore aujourd'hui, je me pose la question de savoir si c'était un truc bidon pour faire politiquement, pour montrer que le gouvernement prenait des dispositions par rapport à un fait divers et tout ça. Si c'était bidon ou si c'était vraiment que le type a respecté les ordres et que, bon, Ernő a fait un peu sa comédie. Hein. Mais ce qui était important, c'était de savoir, mais je ne le sais toujours pas, malheureusement, si le pauvre garçon qui lui a refusé l'entrée, s'il était dans le coup ou pas. Voilà. Voilà. Et si vous, du coup, vous avez été utilisé ou pas? Voilà, et on a été forcément, de toute façon, utilisé. Merci beaucoup, Miguel. Allez, à demain. Bonjour et bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine avec notre invité Miguel Alvolterra. Bonjour. Bonjour. On part au Gabon? On part au Gabon. On part au Gabon. Nous sommes en 80. Et il y avait à l'époque... cette histoire, vous savez, des diamants qui avaient été offerts à Giscard par Bokassa. Les fameux diamants de Bokassa. Il y avait ce côté méfiance tout d'un coup de ce qu'on a appelé par la suite la France-Afrique. Et c'est vrai que le Gabon et Bongo avaient des rapports très privilégiés avec l'État français, le gouvernement français de toujours. Il y avait des accords... des échanges commerciaux internationaux. La France a toujours eu la possibilité d'utiliser le pétrole qui venait du Gabon, mais aussi il y avait des mines de diamants et tout ça. Bon. Et donc, il y avait une population française relativement importante au Gabon. Il y avait des Corses d'ailleurs, hein, beaucoup de Corses. Oui, vous parliez de ces relations privilégiées. Les relations entre la Corse et le Gabon le sont aussi beaucoup et le sont restées d'ailleurs. Oui, oui, jusque... Bon, dernièrement, ça a un peu tourné au vinaigre, mais bon. Et donc, on décide de faire, pour essayer d'aplanir ce côté magouille, France-Afrique et tout ça, on a donc décidé de faire un journal en direct du Gabon.
Et alors, on a utilisé pour ce faire un quart que la France, un quart de la SFP, Société française, que la France avait offert à Bongo, à la télévision gabonaise. Et ce quart de télévision était servi par du personnel gabonais, mais très mal entretenu, à telle enseigne que le Gabon, qui est un pays très humide, à telle enseigne que, par exemple, sur les objectifs des caméras, il y avait des taches comment ça s'appelle de salpêtre, oui, de salpêtre et tout ça. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un peu pourri. Et tout était pourri dans le truc, mais on ne pouvait pas faire autrement que d'utiliser ce quart pour faire l'émission. Le présentateur du journal, c'était Daniel Bilalagan. Et la veille, on discute avec Bongo, on voit les questions qu'on peut poser, qu'on peut ne pas poser, comme toujours. Et le lendemain, pour le journal de 13h, on va pour commencer le direct. Et tout va bien, ça commence, la diffusion, on est en direct. Moi, je suis dans le car, je surveille l'enregistrement, la diffusion, et tout d'un coup, dans le car, plus de son. On ne sait pas du tout pourquoi. Alors ça la foutait mal aussi, hein, parce que bon, on était en direct avec un invité important, hein, disons. Et techniquement, c'était vraiment encore une faute professionnelle. J'ouvre la porte du car et je vois à côté du car un technicien gabonais qui était là avec un câble, le câble du son, qui était coupé en deux, parce que le câble avait lâché à un moment donné, il était tellement pourri par l'humidité et tout ça, que peut-être quelqu'un a marché dessus, tout ça, il a coupé le câble. Et je vois ce garçon gabonais, c'est chose extraordinaire, parce que quand on voit ça, c'est surréaliste, prendre les deux parties du câble et les rapprocher, et le son est reparti. Et on a pu continuer à faire le journal tranquillement, voilà. Mais, je veux dire, cette vision, on voit ça dans des dessins animés, hein, mais j'étais subjugué de voir que... Comme quoi, ils entretenaient mal le matériel, mais ils étaient réactifs. Hein. Ils étaient réactifs, ils étaient efficaces. Hein, donc, je veux dire, bon, peut-être même qu'un technicien français n'aurait pas eu l'idée de faire ça, quoi, je ne sais pas. Voilà. Alors, pourquoi avoir décidé, pour conclure, vous disiez, en fait, il fallait redorer un peu le blason de la France, quoi. Est-ce que c'était votre rôle à ce moment-là ? Non, pas le blason de la France, le blason des relations entre la France et l'Afrique, et de dire que, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de cadeaux de diamants à Giscard, politiquement, ce qui d'ailleurs a coûté à Giscard la présidence de la République, puisque en 81, Mitterrand a été élu face à Giscard. L'histoire des diamants, ça a été une des causes principales, hein, de l'échec de Giscard. Et donc, il fallait essayer de dire, bon, ben voilà, la France, pourquoi on a des relations avec ces pays d'Afrique, c'est utile aussi pour les Français, ça nous apporte beaucoup de choses, tout ça. Bon, il y a toujours ce fantôme qui derrière de la colonisation en Afrique de la France. Donc, on essaye toujours. Bon, nous, journalistes de service public, on est à la fois le plus possible, on essaye d'être libre, autonome et objectif, mais on est quand même à un moment donné obligé de jouer le jeu de la mission. C'est, je crois que c'est De Gaulle qui avait dit « Les journalistes français de télévision ne sont pas des journalistes comme les autres ». Ça avait marqué à l'époque. Hein. Les syndicats de journalistes
avait hurlé en disant comment les journalistes de la télévision française sont des journalistes comme les autres. Mais De Gaulle a dit non, non. Et en fait, c'est vrai. Voilà. Voilà, c'était pour cette précision était importante. Merci beaucoup, Miguel Hall. À très bientôt. Au revoir.